Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Il est 18 h, donc nous allons pouvoir démarrer cette masterclass. Je suis ravie de partager ce moment avec vous sur ce sujet très important. Je vous souhaite donc la bienvenue pour cette masterclass qui s'intitule « Réindustrialisation de la France vers une industrie verte et numérique ». Alors, cette masterclass s'inscrit dans un projet d'étude qui est encore en cours sur ce thème, une étude que je mène en collaboration avec le cabinet de stratégie PMP, l'association Acadie des cadres et dirigeants pour le progrès social et le MEDEF. Mon nom est Florence Cavelius, je suis professeure à l'ESSEC. Je suis engagée sur ces sujets, l'ESSEC ayant par ailleurs inscrit dans sa stratégie l'engagement 360 vers une transition écologique et sociétale. Ce sujet d'étude nous est apparu comme une évidence, tant il est au cœur des problématiques politiques et des préoccupations sociétales des industriels, particulièrement depuis la crise sanitaire et son incapacité à faire face à la fourniture de matériel essentiel. Ce sujet comprend donc un volet très stratégique, mais aussi très concret et très opérationnel. La désindustrialisation de la France est ainsi revenue sur le devant de la scène. Quelques aspects pratiques pour l'organisation concrète de cette masterclass. Vous êtes en mute, mais vous pouvez poser vos questions par chat à tout moment. Je répondrai à vos questions à la fin de cette présentation. Peut-être pas à toutes les questions, mais j'essaierai de répondre à un maximum de questions. Cette présentation va durer environ 30 minutes. Mon propos va donc s'articuler en 3 parties. Une première partie qui vous proposera, après une introduction générale sur le sujet, quelques exemples de secteurs industriels et avec ces exemples, un état des lieux de là où nous sommes, rappelant l'histoire de la désindustrialisation et présentant la géographie du monde en matière industrielle, ce qui permettra de faire émerger les difficultés pour envisager une relocalisation industrielle. Une seconde partie se concentrera sur ce que disent les politiques publiques en France et notamment le contenu du plan de relance qui a été lancé au mois de juillet dernier et qui met en exergue en fait les enjeux forts de ce sujet et les conditions de sa réalisation. Enfin, une troisième partie vous proposera les premières pistes possibles pour une réindustrialisation qui passera par le plan de relance européen, mais aussi par une industrie 4.0 plus verte, plus responsable. Et je vous proposerai quelques exemples de projets en cours ou de projets qui ont déjà été menés. La présentation sera ponctuée de 3 sondages en ligne pour recueillir vos avis sur ces questions. Vous verrez apparaître le sondage à la droite de votre écran. Il vous sera possible donc de répondre aux questions et les résultats s'afficheront automatiquement. Je vous propose d'entrer donc dans le vif du sujet avec quelques éléments en préambule. La réindustrialisation est perçue aujourd'hui comme un facteur de résilience de l'économie, un moyen de répondre aux questions de souveraineté de la France. Pourtant, si on regarde les 20 dernières années, on a plutôt assisté à l'histoire de la désindustrialisation. En effet, la France a vu son poids de l'industrie dans le PIB baisser fortement depuis 1995 jusqu'en 2018 pour atteindre 12% du PIB. Dans le même temps, en Allemagne, on est aux alentours de 20% et 15% pour les pays européens en moyenne. Le poids de l'industrie a baissé, ce qui a affaibli le tissu productif français avec un triple impact négatif, un impact sur l'emploi, comme vous le voyez, puisque nous avons perdu de l'emploi industriel depuis 1980, mais plus particulièrement 1 million d'emplois industriels entre 2000 et 2016. Un impact sur la balance commerciale. Aujourd'hui, on a un déficit commercial de l'ordre de 62 milliards d'euros. Un impact environnemental, notamment lié entre autres au transport de marchandises, matériel et fournitures sur l'ensemble de la planète. Cette idée d'une Europe sans industrie et sans usine avait été poussée par quelques grands dirigeants, mais aussi par quelques chercheurs dans les années 80 et même auparavant, qui affirmaient que nous étions inexorablement dans une société post-industrielle. Dès que l'on avait les centres de recherche et de développement sur le territoire, il nous appartenait d'organiser les ateliers du monde pour produire ce que nos centres de R&D avaient finalement conçu.
Alors, on est revenu sur cette vision un peu caricaturale, tant dans le monde politique qu'économique, notamment parce que l'on s'est rendu compte que le fait de séparer la conception et la production conduit finalement davantage à fragiliser la conception qu'à rendre l'innovation plus agile. La nécessité ainsi finalement d'agir pour le climat, les enjeux sociétaux et sociaux, notamment d'aménagement du territoire, ont remis ces questions sur le devant de la scène en France, pays d'Europe qui a le plus désindustrialisé entre 2000 et 2018. La crise que l'on connaît aujourd'hui a un mérite, elle élargit le débat en le rendant très concret, car elle a mis en évidence la vulnérabilité dans l'accès à des biens de première nécessité, dans le domaine de la santé par exemple. Elle a aussi remis en question les chaînes logistiques mondiales, qui elles aussi sont apparues comme vulnérables. Tout ce qui étayait par le passé les raisons de délocalisation a été mis à mal par l'apparition de risques majeurs, prouvant qu'il pouvait y avoir un bénéfice à avoir des chaînes plus courtes et mieux maîtrisées. Ainsi, les acheteurs réfléchissent aujourd'hui à la possibilité de sourcer vers différents pays plus proches leurs approvisionnements. Les responsables politiques s'intéressent à la question des territoires. Le phénomène de transition numérique laisse espérer des usines plus compétitives. Du côté des consommateurs, on rencontre un regain d'intérêt pour le Made in France. Quant aux industriels, ils se disent eux-mêmes intéressés, y voyant potentiellement quelques bénéfices. Pour autant, cette question de la réindustrialisation est-elle une réalité? Malgré une volonté affichée, si on regarde ce qui s'est passé les 5 dernières années, il y a eu très peu de relocalisation, même pas une centaine significative. La question est donc réellement posée aujourd'hui. Va-t-on vers une réindustrialisation de la France? Alors, je vous propose un premier sondage qui va donc apparaître sur la droite de votre écran, qui va être lancé dans quelques instants. Et vous allez donc pouvoir répondre à cette première question. Est-ce que vous jugez que la relocalisation et la réindustrialisation de la France sont aujourd'hui des sujets qui présentent des degrés d'importance divers et qui vous demandent donc de choisir quelques propositions que vous voyez normalement s'ouvrir dans votre fenêtre. Quelques minutes pour y répondre. Donc, est-ce que ces sujets sont prioritaires, urgents, stratégiques, irréalistes, non indispensables? Il faudrait que l'on puisse afficher le résultat. Très bien. Alors, vous jugez, donc, je pense que vous voyez les résultats à votre droite. Vous les jugez comme des sujets prioritaires à 24% d'entre vous et comme des sujets stratégiques à 62%. Donc on voit que effectivement ces sujets sont au cœur des préoccupations du moment et donc des vôtres. Alors, je vous propose de commencer par un état des lieux, puisque avant de savoir s'il est possible de réindustrialiser, il faut peut-être sortir des idées reçues que nous avons sur ces sujets. Donc, un premier état des lieux, il n'est pas question du tout ici de proposer un état des lieux quantitatif précis, mais plutôt une vision sur certains secteurs industriels afin de comprendre ce qui s'est passé en matière de géolocalisation du monde industriel. On va prendre un premier exemple qui est le secteur automobile, qui est un secteur important pour la France. Le marché de l'automobile, comme vous le voyez sur l'écran, est un marché totalement mondialisé. Tous les constructeurs et leurs équipementiers de rang 1 et au-delà servent des marchés locaux, chinois, américains, européens. Donc les entreprises de ce secteur ont besoin d'avoir des activités de production et de distribution localement pour servir les marchés locaux. Nous trouvons dans ce secteur des usines en France, en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Corée, en Inde. On n'est pas dans une structure de production où l'on produirait tout en Chine et où on déplacerait les produits de Chine vers le reste du monde. L'une des raisons est que les pièces fabriquées dans ce secteur sont de taille importante, sont lourdes et engendrent un coût de fret important.
Donc, on a intérêt à fabriquer la pièce au plus près du client. En revanche, comme vous le voyez sur les petites flèches rouges sur la carte du monde, pour les composants qui sont en revanche des morceaux de pièces légères, cette industrie a été globalisée depuis très longtemps pour des raisons économiques, de recherche permanente d'optimisation de coûts. L'automobile est probablement un secteur où le coût unitaire des pièces est le plus bas dans l'industrie. Tout ce réseau de fournisseurs est désormais installé depuis longtemps, notamment en Asie du Sud-Est. Et donc, l'Asie du Sud-Est, finalement, arrose le monde de l'ensemble de ses produits pour l'industrie automobile. Par ailleurs, cette industrie est aussi une industrie très capitalistique. Quand on crée une usine, cela s'amortit sur des durées longues, ce sont des éléments lourds. Une ligne de production, ce sont des machines, des presses, des fours qui peuvent faire 50 mètres de long, avec tout un système d'alimentation en énergie qui coûte des dizaines, voire des centaines de millions d'euros d'investissement industriel. Donc, ce ne sont pas des choses que l'on va mettre dans des camions et que l'on va déplacer de la Chine vers la France. Et cela est vrai même des usines les plus modernes, telle une usine à Dresde en Allemagne qui fabrique des puces miniatures et qui est totalement robotisée. L'investissement a coûté 1 milliard d'euros. Il est donc impensable de supprimer cette usine ou de la déplacer. Donc, quelque part, le monde de l'automobile a aujourd'hui les pieds un peu coulés dans le béton du point de vue de ces implantations industrielles qui ont été réalisées pour l'essentiel dans les années 90 afin de réaliser des économies de coûts, mais aussi en raison de la mondialisation des marchés. Et ça, c'est très important. Prenons un second exemple qui est le secteur du petit électroménager, avec une entreprise que vous connaissez bien, qui est le groupe SEB. Tous, nous avons ce genre d'ustensiles dans nos cuisines. SEB représente, entreprise française donc, représente 7,3 milliards de chiffre d'affaires dans le monde en 2019. Les sites industriels sont bien répartis par rapport aux sites de vente et on constate, là encore, une proximité des usines et des lieux de vente, comme pour le secteur automobile. Mais en revanche, la grande différence, c'est que SEB fabrique deux types de produits bien distincts. Des productions locales pour des marchés locaux, avec des marques locales pour la plupart du temps, pour des objets de faible valeur ajoutée. SEB avait notamment racheté des entreprises étrangères avec des marques de forte notoriété. Et dans ce cas, ces sites fournissent les clients locaux, mais fournissent aussi le reste du monde. Et puis, nous avons des marques un peu plus globales, comme toutes les marques que vous connaissez très célèbres, comme SEB, Moulinex, Calor, Roventa, Tefal, etc. Ces marques sont mondiales et, cette fois-ci, abreuvent le monde entier pour fournir les clients du monde entier. SEB a donc des bases industrielles installées essentiellement en Chine et au Vietnam, donc des bases très très compétitives et qui permet finalement de se battre sur les prix. En effet, pour SEB, il est assez clair que lorsque vous vendez des produits à moins de 100 euros, il est quand même très difficile de les produire en France. À côté de cela, les bases locales industrielles, Europe de l'Ouest, France, Allemagne et les États-Unis, privilégient les produits high-tech et la proximité du client. Donc, il y a des implantations en Europe et dans les pays à haute valeur ajoutée, mais pour des produits plus sophistiqués. Prenons enfin un troisième exemple, toujours sur une entreprise française, l'entreprise Arc, également bien connue, le secteur des arts de la table. Cette entreprise est également une entreprise mondialisée, même si son siège est toujours dans le Nord. Cette entreprise, comme vous le voyez, a quelques grandes implantations, toujours en France bien sûr, au Moyen-Orient, en Russie, en Chine et aux États-Unis. L'Europe représente près de 50% du chiffre d'affaires du groupe. C'est une activité qui est à mi-chemin entre l'industrie lourde, industrie basée sur le verre, qui utilise donc des fours verriers, et des produits de la table où on a plutôt des unités de petite taille. Le groupe s'efforce toujours, en tout cas, de saturer les capacités de production des usines. Globalement, dans cette entreprise, tous les sites font les mêmes produits. La gamme la plus large est faite en Europe, par historique, par savoir-faire, par proximité de la R&D. Donc, on met en avant cet élément effectivement important de la proximité de la R&D et de la production pour pouvoir faire des essais. Les autres sites, eux, sont plutôt concentrés sur des produits plus basiques. Toutes les implantations actuelles datent de la fin des années 90, donc exactement la même chose que pour les autres secteurs.
en raison toujours de la mondialisation des marchés. Il a été décidé à cette époque de créer des entités locales pour être plus proche des marchés cibles et servir les clients locaux. Dans le monde des arts de la table, nous avons un problème particulier qui est que le transport des verres n'est pas rentable. Dans les containers qui transportent des verres, il y a de fait beaucoup d'air et peu de poids. Donc le coût du transport est élevé. Comme dans l'automobile tout à l'heure, on avait une impossibilité de transporter des produits lourds, en tout cas le fait que ça ne soit pas compétitif. Ici, c'est plutôt parce que c'est léger, mais en revanche très volumétrique. Donc le coût de transport représente une part importante du prix de vente. Et donc dans ce groupe ARC, l'implantation locale n'est pas liée au coût de la main-d'œuvre, même si cela coûte moins cher de faire des verres à pied en Chine qu'en France, mais il est plutôt lié au coût du transport qui s'avère prohibitif. On transporte donc uniquement les produits haut de gamme qui ne sont pas fabriqués localement. Donc on voit bien au travers de ces trois exemples, trois secteurs très différents, que les implantations industrielles sont d'abord liées à la mondialisation du monde. Et je crois que ça c'est très important parce qu'on ne l'a pas en tête, même si en même temps qu'il y a eu cette mondialisation du monde, on a assisté à la recherche de la compétitivité prix. C'est-à-dire qu'on a créé finalement des grandes régions dans le monde avec toujours une recherche dans chacune de ces régions, au sein de ces régions, des pays moins chers et à bas coût pour localiser la production. Donc, pour l'Asie, l'Asie du Sud-Est, en Europe, l'Europe de l'Est, aux États-Unis, le Mexique, etc. Le troisième exemple est un petit peu différent dans la mesure où les coûts de transport élevés viennent amoindrir finalement l'avantage de la baisse du coût de production lié à la main-d'œuvre. Face à ce constat, on se demande effectivement si cette question de la réindustrialisation est une vraie réalité industrielle ou bien est-ce que nous sommes face à un discours politique. Je vais donc vous proposer un deuxième sondage qui va s'ouvrir dans quelques minutes. Est-ce que vous pensez donc que la réindustrialisation est effectivement une réalité économique qui est réaliste ou est-ce que nous sommes dans un discours éminemment politique? Quelques minutes donc pour répondre à ce sondage. Alors, vos avis sont partagés, mais néanmoins, vous êtes quand même majoritairement face ou convaincus, disons, que cette réindustrialisation est une vraie réalité économique. Alors, on va essayer de voir cela ensemble et dans un premier temps, on va d'abord se concentrer sur ce que dit la politique industrielle et sur ce que propose le plan de relance. Finalement, quels sont les enjeux et les conditions de ce plan? Premier élément, cette politique industrielle ne dit pas qu'il faut tout produire en France ou même en Europe. En revanche, elle considère qu'on peut être capable d'être compétitif et d'avoir une maîtrise minimale d'un certain nombre de savoir-faire et d'un certain nombre de technologies, et que cela, c'est nécessaire. On ne peut pas être totalement dépendant dans certains domaines comme la 5G, les principes actifs, les protéines pour l'alimentation animale, d'un pays, d'une entreprise, d'une géographie au plan mondial. Second élément, il y a une possibilité d'être compétitif. En relocalisant, il faut faire des choix. Ce n'est pas vrai ni possible pour toutes les productions et il existe néanmoins sur le territoire des pépites industrielles très innovantes pour certaines des ETI, des micro-marchés de niche qui sont capables d'exporter dans des dizaines de pays. Le plan de relance propose donc de se concentrer sur la transformation économique, dans la mesure où on a des opportunités qui s'ouvrent avec des entreprises qui réfléchissent à resserrer leur chaîne d'approvisionnement, à resserrer leur chaîne de production. Ça ne veut pas dire qu'on va produire en France, mais que l'on considère le marché européen comme un marché dans lequel on peut s'organiser.
dans les géographies dont je parlais tout à l'heure. Donc le plan de relance pousse 3 axes. Premier axe, la décarbonation et tout apport de solutions pour réduire l'empreinte environnementale, pas seulement pour modifier l'industrie, mais aussi pour proposer des solutions nouvelles. Donc que l'industrie soit aussi offreur de solutions sur la transition environnementale. Le deuxième axe, c'est la modernisation de notre tissu productif, ce que l'on appelle l'industrie 4.0. Si on regarde en termes de robots, de cobots ou toute autre numérisation utilisant des datas, on s'aperçoit qu'on est plutôt légèrement en retard par rapport à certains de nos voisins européens et aussi en retard par rapport à la Corée ou à Singapour, qui sont des références sur ces sujets d'industrie du futur. Donc, il ne tient qu'à nous d'accélérer cette transformation, puisque le retour d'investissement dans des pays à salaire élevé est en général reconnu comme rapide, mais aussi parce que nous avons des techniciens, des ingénieurs qui sont bien formés sur ces sujets. Cela pourrait permettre donc de gagner des parts de marché et de sécuriser des emplois en France. Le troisième axe, c'est la relocalisation ou la localisation de production en France. Il faut bien le comprendre comme des petites conquêtes. Il ne s'agit pas, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de prendre une usine et de la déplacer. Cela va être des projets de nouvelles capacités de production, de nouveaux produits dont on décide de localiser la production sur une usine française. Cela va être de réinternaliser la production d'un composant qui était jusque-là sous-traité dans d'autres pays. Tout l'enjeu est donc de densifier le tissu industriel. Sur cet axe-là, donc un double choix a été fait par le gouvernement qui est de privilégier 5 secteurs considérés comme stratégiques: l'agroalimentaire, la santé, l'électronique, les entrants critiques tels la chimie, les transformations premières de métaux et également la 5G. Le deuxième enjeu est d'accompagner les territoires et toutes les entreprises qui ont cette volonté de densifier leur empreinte industrielle. Et aujourd'hui, il est forcé de constater que ce plan industriel a suscité beaucoup de projets qui remontent. Parmi les 34 000 entreprises qui constituent le tissu industriel français, près de 6 000 entreprises se sont d'ores et déjà positionnées. Tous ces projets posent également une autre question qui est fondamentale, celle des compétences disponibles pour accompagner cette modernisation. Des compétences disponibles sur le plan national, mais aussi en termes de répartition sur le territoire. On a déjà depuis plusieurs années un manque de compétences clés dans l'industrie, dans 2 directions, dans les métiers historiques, les soudeurs, les techniciens de maintenance, etc., et dans les métiers nouveaux liés à la numérisation et qui appellent à développer le nombre de personnes formées sur ces technologies. Plus profondément, il est bien question de l'attractivité du monde industriel et notamment de son attractivité dans certaines régions. Des initiatives ont déjà été lancées, la Semaine de l'Industrie, la convention entre les ministères de l'économie et de l'éducation nationale, France Industrie, afin de montrer aux jeunes le potentiel de développement dans ces métiers et l'intérêt de ces métiers. Il est également question de construire des formations qui soient adaptées aux besoins de l'industrie, de développer des dispositifs comme l'apprentissage. La reconversion est également de mise. On peut souligner à ce titre la démarche récente et tout à fait intéressante d'Adecco, qui, au-delà de son métier traditionnel d'intérim, propose des CDI à des personnes recrutées pour leurs soft skills. Ça, c'est très intéressant, et que l'on va former sur des sujets hard skills dès le début de leur CDI, et pas avant, et sur des métiers tout à fait concrets. Donc, on renonce au CV, on choisit des gens avec une tête bien faite qui vont être capables finalement de se former sur le tas, sur des nouveaux métiers. Et il faut être convaincu que nous ne pouvons pas envisager de reconquête industrielle s'il n'y a pas un large chapitre sur la formation des compétences, tant initiales que continues. Alors, je vous propose désormais un 3e sondage, ce sera le dernier, et je vais vous demander de vous positionner sur ce qui vous paraît prioritaire, ou en tout cas ce qui devrait être privilégié en termes d'objectifs pour ce plan de relance. Vous avez le sondage qui va également s'ouvrir face à vous. Est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer la qualité des produits par le Made in France? Est-ce que l'objectif serait l'innovation par le rapprochement des sites production-conception? De répondre aux enjeux de transition climatique, numérique, sociétaux, d'améliorer l'emploi, d'améliorer l'attractivité des territoires,
d'accroître la souveraineté économique et technologique et ainsi de réduire nos dépendances ou toute autre question que vous pourriez vous poser. Là encore, quelques minutes pour répondre avant que nous ne passions aux pistes qui ont déjà été ouvertes et qui existent déjà. Alors, vous nous proposez donc les réponses suivantes. Vous êtes donc majoritairement plus nombreux à penser qu'il s'agit de répondre aux enjeux de transition climatique. En deuxième position, d'accroître à égalité d'ailleurs, d'accroître la souveraineté économique et technologique pour réduire nos dépendances. Et vous mettez en évidence aussi les enjeux sociétaux, l'amélioration de l'emploi. Alors beaucoup moins les aspects transition numérique, qualité des produits. Vous ne voyez pas non plus la notion d'attractivité des territoires, on va en reparler, et l'innovation pour améliorer finalement le concept d'innovation. Alors nous allons voir maintenant en dernière partie les pistes qui ont déjà été ouvertes pour cette réindustrialisation. Alors, en premier lieu, on peut citer des projets qui misent sur la technologie au sens des processus industriels ou au sens numérisation et industrie 4.0. Il est très clair que le moteur de l'industrie, c'est la technologie. Si on invente des technologies différentes et innovantes et que nous les protégeons correctement par la propriété intellectuelle, nous avons les moyens de changer le jeu de la commodité car les pays à bas coût soit ne sont pas capables de faire le produit, soit sont empêchés de le faire par la protection de la propriété intellectuelle. L'usine de Dresde dont je parlais précédemment fabrique des puces. C'est une usine entièrement robotisée, des puces miniatures à très haute valeur ajoutée. Une usine qui ne comprend que des robots et des lasers avec très peu de personnel. Cela marche parce que personne d'autre dans le monde n'est capable de faire cela. Toujours dans le secteur automobile, a été lancé en France un projet de relance de la filière électronique au travers de l'électronique de puissance pour être moins dépendant justement des acteurs du monde. Des projets d'investissement sont étudiés pour 4 localisations en France pour fabriquer à proximité. L'idée étant que cela peut arranger les industriels eux-mêmes de fabriquer ces produits à proximité pour permettre de les assembler dans des produits finis au plus près du client. In fine, cela pourrait permettre des gains opérationnels en lien donc avec cette proximité. Du côté de SEB, c'est un tout petit peu différent parce que la localisation française a été quand même beaucoup maintenue, étant donné l'historique du groupe. Le groupe a été créé en Bourgogne, donc le maintien de l'industrie en France, c'est une volonté politique forte et une volonté industrielle forte. Mais SEB est aussi un groupe qui innove beaucoup. Et c'est pour cette raison que le groupe est capable de rester implanté en France. Tous les produits les plus innovants sont restés en France et testés en France. Cela permet de protéger les brevets industriels, fort contenu technologique qui est important et qui permet de limiter la valeur ajoutée opératoire ouvrière. Donc on peut citer l'exemple de la cocotte minute SEB personnalisée et connectée ou du Cookéo. L'engagement est de livrer ces produits sous 10 jours. La production est donc obligatoirement locale. Ces process sont aussi très automatisés, avec beaucoup de robotique pour fabriquer ces produits-là. Si on prend l'exemple de Arc, la R&D mondiale est faite en France. La qualité de la R&D peut permettre de fabriquer des produits plus compétitifs en France. Il faut trouver le moyen de se différencier, mais être capable aussi de transformer la R&D. Donc, avoir son centre de production juste à côté du centre de R&D est un avantage certain. Donc, on voit que tous ces projets technologiques intègrent une composante technologique et numérique forte. Il est donc bien question de projets de l'industrie du futur, non pas de recréer l'industrie du passé. En second lieu, il est important, et il est de plus en plus question dans les stratégies des groupes industriels, d'intégrer les externalités. Et vous l'avez dit, il faut répondre aux enjeux de transition climatique. Quand vous produisez en France, vous émettez 3 fois moins de gaz à effet de serre que lorsque vous produisez en Chine et 2 fois moins que lorsque vous produisez aux États-Unis. Des contraintes réglementaires vont s'imposer aux grands acteurs européens et cela donnera un avantage considérable à la production française
qui est très largement décarboné du fait de l'électricité nucléaire. Sur ces enjeux d'industrie verte et plus généralement d'intégration des sujets RSE, certains secteurs se sont déjà positionnés. Ainsi, le groupe SEB s'est engagé dans le concept d'économie circulaire. C'est une approche ancienne dans le groupe avec l'idée de produits réparables. Aujourd'hui, 95% des produits de SEB sont réparables 10 ans. SEB est même allé jusqu'à former des réparateurs de produits, car il existe une pénurie de compétences, ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure. SEB a lancé un projet en Île-de-France pour former des jeunes de banlieue à réparer les produits. Quand SEB conçoit un produit, il le fait en mode éco-conception, c'est-à-dire concevoir un produit avec des matières recyclables. Aujourd'hui, le groupe se fixe un objectif de 50% de matières recyclables d'ici 2023. Cela entraîne des problèmes de filière, notamment de recyclage des matériaux que l'on puisse réutiliser dans des fabrications de produits. Il existe déjà des gammes Tefal qui sont produites en aluminium à partir de 100% d'éléments recyclés et qui sont donc vendus avec ce label. De façon plus générale, SEB a calculé son empreinte industrielle et s'est fixé un objectif de baisse de cette empreinte de 60% d'ici 2030. C'est donc très ambitieux, cela passe par des économies d'énergie, avec des systèmes pour piloter l'énergie, par la réduction, l'optimisation des transports, de travailler sur toutes les matières recyclées, de supprimer les fournitures non indispensables en termes d'emballage, de travailler avec les fournisseurs pour qu'ils soient exemplaires également en matière d'environnement. Du côté du groupe ARC, la stratégie est clairement ancrée RSE en lien avec le produit fabriqué. Les produits sont en verre avec un matériau qui est donc un bon support d'une stratégie RSE puisque le verre se recycle et est donc bon pour faire de l'économie circulaire. Donc le groupe a un avantage compétitif à s'inscrire dans une stratégie RSE. Le groupe est lancé donc sur 2 chantiers, le sourcing local afin de pouvoir acquérir le label des produits 100% Made in France et la proximité du client. Alors, dans le cas de ARC, c'est, on va dire, un petit peu plus facile que pour d'autres puisque l'essentiel des matières premières sont à proximité. Nous utilisons du sable qui est extrait dans des carrières en Belgique et nous utilisons de l'énergie qui est disponible localement par le gaz, par l'énergie nucléaire. Donc, ces matières premières sont des matières premières locales. Seule la matière plastique est importée et elle est utilisée comme pour certains matériaux, les boîtes de conservation en verre que vous connaissez, qui ont un couvercle en plastique. Donc ce couvercle a été importé. ARC s'est donc mis en mouvement pour progressivement remplacer les couvercles en verre par d'autres matériaux tels le liège, le bois, et on cherche également des alternatives à la Chine pour fabriquer du plastique à minima en Europe. Dans les 6 mois, ARC pense sourcer 70% des accessoires en Europe. Concernant la proximité en Europe, c'est le cas puisque Saint-Omer est toujours l'unique site de production en France et grâce à des processus étudiés et maîtrisés, ARC garantit une livraison en 5 jours, quel que soit le pays d'Europe, ce qui évite les mauvaises surprises, les délais ou au contraire des stocks importants de produits en lien avec des approvisionnements qui viendraient de Chine. In fine, le coût de production sera un petit peu plus cher, mais on gagnera sur certains aspects. Par exemple, une meilleure capacité de réaction en termes logistiques, une réduction des stocks, mais aussi une amélioration de la qualité. Cet argument d'une amélioration de la qualité grâce à la relocalisation est aussi avancé dans le secteur de l'automobile, alors que c'est un secteur qui a beaucoup délocalisé. En effet, beaucoup de production de fonderies d'aluminium, qui est une matière première importante pour l'industrie automobile, par le passé ont été délocalisées en Inde. Et on s'aperçoit que toutes ces fonderies ont des problèmes de qualité. Or, dans l'automobile, pour certains produits, le fait que les pièces soient poreuses ou non, cela fait une grosse différence. Pour faire un boîtier électronique, on choisit de l'aluminium qui doit être de bonne qualité et donc avoir des technologies de fonderie un peu high-tech sur le territoire, ou tout au moins en Europe, permettrait de faire des pièces complexes en forme. Et si on a des gens capables de produire ces pièces complexes avec une qualité de production que l'on n'a pas en Asie du Sud-Est, cela pourrait justifier de la valeur et donc de relocaliser. Enfin, il faut repartir de ce problème de l'attractivité des territoires que vous n'avez pas du tout évoqué dans le sondage. L'attractivité des territoires, c'est attirer les investissements étrangers. Alors effectivement, la France n'est pas très coutumière de cela.
et pourtant d'autres que nous le font. Si on prend l'exemple des batteries, c'est un secteur où les Chinois, mais surtout les Japonais, les Coréens, ont pris 10 ans d'avance sur tout le monde. Ils ont investi des milliards d'euros dans leur pays, mais aussi en Europe de l'Est. Ils ont proposé à l'Allemagne de s'implanter chez eux aussi. Plutôt que de mettre des milliards pour essayer de proposer une idée géniale qui viendrait concurrencer les Chinois, on pourrait proposer aux entreprises chinoises de venir s'installer en France avec une politique attractive de type défiscalisation. On est dans un monde libéralisé, mondialisé, dans lequel les décisions de localisation sont faites sur des critères purement économiques. Autrefois en tout cas. Donc ce qui fait la différence, ce sont les arguments de type économique, tels le niveau des charges sociales, les taxes, les incentives, qui sont proposés pour s'installer. J'en arrive à la conclusion de mon propos. La crise du Covid a donc remis sur le devant de la scène le constat de la désindustrialisation massive de la France. On s'est aperçu que c'est désormais une question de survie du pays et on assiste donc à une volonté de réindustrialiser la France associée à une démarche d'aménagement du territoire avec des enjeux climatiques et sociétaux importants. Donc si on devait résumer ces enjeux, nous avons donc des enjeux d'attractivité des investisseurs étrangers, des enjeux de redynamisation des territoires, donc des enjeux sociétaux, des enjeux écologiques, des enjeux en termes de risques, puisque nous avons vu qu'il était risqué de ne pas être finalement un continent autonome. En revanche, des défis à relever, la compétitivité du Made in France, qui malgré tout reste un sujet, la recréation de compétences, la recréation de capacités industrielles de production, en prenant en compte les possibilités du digital, et enfin la prise en compte de la dynamique des territoires. Mais in fine, le consommateur s'exprime puisque 93% des Français considèrent qu'acheter des produits fabriqués en France revient à soutenir l'industrie française et donc l'emploi. 74% se disent prêts à payer plus cher un produit fait en France, consommer moins mais mieux. Plus généralement, il faudra très certainement adopter une approche par écosystème, une approche qui va regrouper les filières et les territoires avec une coopération forte entre l'État, les représentants locaux, les entreprises, avec comme condition de succès un embarquement de l'ensemble des acteurs de la filière, les startups, les fournisseurs, les partenaires, les grandes entreprises, une approche par filière aussi pour pouvoir identifier les irritants, les enjeux, avec la mise en place de comités stratégiques par filière, une prise de conscience de l'enjeu de notre souveraineté sur des produits critiques, une approche qui mettra au cœur les enjeux éthiques et de développement durable, et enfin, un investissement dans des produits spécifiques et innovants. Voilà, cette masterclass est désormais terminée et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, il y a déjà de nombreuses questions qui ont été proposées. Je vais donc en sélectionner quelques-unes. Alors, donc, désindustrialisation dans les années 80, début 2000, veut dire obligatoirement réindustrialisation numérique. Ce sont des sujets différents pour l'entreprise en termes d'investissement et idem en R&D. Alors, évidemment, oui. La réponse est oui, ce sont des sujets différents. On peut vouloir dire que l'on va réindustrialiser pour l'aspect numérique, mais néanmoins, ce que l'on dit, c'est que le fait qu'on ait désindustrialisé à l'époque, c'était fait pour des objectifs de coût, notamment de coût de main-d'œuvre trop cher. Si l'on veut réindustrialiser, on ne peut pas envisager tout simplement de revenir au passé et de refaire ce que nous avons abandonné de faire. Donc, il est compliqué d'imaginer de pouvoir produire en France pour le coût de main-d'œuvre des pays à bas coût. D'où l'idée de dire que cela se fera quasi obligatoirement avec une industrie plus numérique. Cela rejoint la question suivante qui est que le coût de la main-d'œuvre permet-il de produire encore en France hors industrie de pointe? Et c'est un vrai sujet. Tous les acteurs en fait que nous avons interrogés l'ont mis en avant. Et dans certains mondes, il est très clair que le coût est toujours une priorité. On revient toujours à la compétitivité coût dans les discours. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il est compliqué d'envisager cette réindustrialisation
autrement que par une industrie numérique qui permettra de réduire les coûts. On l'a dit tout à l'heure, les investissements qui pourraient donc être aidés par le plan de relance pourront permettre une fabrication avec un coût de production plus faible, en fait, à terme, par le numérique, ce qui n'est pas possible avec un coût de manœuvre élevé. Alors évidemment, on peut aussi se poser la question sur le coût de manœuvre lui-même, c'est-à-dire est-ce que politiquement, sociétalement et socialement, on pourrait envisager une diminution de ce coût de main-d'œuvre en changeant la politique de France, en fait, sur ces aspects sociétaux. Ce n'est pas ce qui est pris aujourd'hui comme optique. Donc évidemment, pour le moment, on est plutôt sur l'idée que ce coût va demeurer élevé. Certains interlocuteurs nous ont dit aussi, si on intègre dans la notion de coût complet, non pas seulement le coût de production de la main-d'œuvre, mais le coût carbone, le coût des externalités que l'on génère, le coût du transport, donc le différentiel de coûts, plus spécifiquement, le fait que l'on puisse finalement créer de l'emploi, donc avoir une externalité positive cette fois-ci sur l'emploi. Si tous ces coûts deviennent des coûts qui vont être calculés avec une réglementation forte qui va s'imposer aux entreprises, peut-être peut-on imaginer que le coût de production en France deviendra de fait plus faible. Et c'est là où on pourra peut-être se poser la question de cette réindustrialisation. Une autre question sur le comment cette réindustrialisation doit prendre en considération les problématiques d'empreinte environnementale, économie d'usage circulaire, ou où est-ce que l'environnement sera le grand oublié? Alors à cette question, je pense que ma présentation vous a montré que, au contraire, l'environnement ne sera pas oublié, et l'idée est vraiment que ce soit ancré en fait dans les sujets, et vous avez vu qu'il y a des projets concrets réellement en cours pour faire autrement. Moyennant évidemment qu'on accepte tous de payer un peu plus cher, ça c'est très clair. Quand on constate comment Baccarat s'est fait racheter et essorer par ses investisseurs étrangers, n'y a-t-il pas aussi urgence de préserver dans un premier temps, en créant des synergies de rachat et de maintien sur le sol français, avant de relocaliser des industries parties, avec des enveloppes parfois indécentes pour une installation hors de France? Oui, alors ça je suis d'accord avec vous. Effectivement, le rôle ici des politiques industrielles doit être aussi de ne pas laisser partir les pépites françaises et effectivement des entreprises de renom comme effectivement celles que vous citez. Il y en a d'autres, mais évidemment, il y a quand même un moment donné où il est compliqué en fait de faire autrement que d'abandonner des productions qui sont définitivement non compétitives. Alors, je ne sais pas dans le cas de Baccarat, mais dans certains cas, on a l'exemple de l'usine Renault à Flins qui va fermer dans les prochains mois. Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est maintenant sur la scène. C'est une usine qui, depuis longtemps, n'est plus compétitive. Et finalement, il est plus coûteux de la remettre en service que de recréer quelque chose de nouveau sur le territoire. Est-ce qu'une taxe carbone peut favoriser la réindustrialisation et la production locale? Oui, donc c'est ce qu'on vient de dire. L'idée, c'est effectivement que par l'intermédiaire de la création de taxes et donc de la prise en compte de ces externalités négatives finalement ou positives, on va pouvoir finalement tenir compte, prendre en compte de ces enjeux pour faire en sorte que ces enjeux soient intégrés dans le coût et favorisent la production locale. Alors, la RSE, en dehors de l'outil marketing, est-elle potentiellement une valeur ajoutée pour des PME qui voudraient l'utiliser de manière durable pour leurs activités? J'exclus complètement de ma question les mastodontes qui en font un outil de communication et de marketing. Alors, j'aurais été d'accord avec vous il y a quelques années. Je trouve que c'est moins vrai. C'est-à-dire que la RSE est aujourd'hui beaucoup moins un outil marketing et on assiste à des vraies démarches RSE, à des vraies actions RSE, à des vrais engagements RSE. Donc j'espère vous l'avoir montré avec les quelques exemples que je vous ai montrés dans les entreprises que nous avons rencontrées. Il y a des vraies volontés
d'agir en fait et de s'engager et de ne plus continuer à faire ailleurs ce que l'on pourrait faire ici ou que l'on peut sourcer de façon plus proche. Et ça, même pour des PME. Alors effectivement, les mastodontes, comme vous dites, sont des gens qui ont un peu plus les moyens que les PME de ces relocalisations. En revanche, ces mastodontes sont aussi là pour montrer l'exemple et pour entraîner les PME dans leur sillage. On a dit tout à l'heure que l'entreprise SEB se fait fort de favoriser une production locale et une production de proximité en entraînant avec elle tout le réseau de fournisseurs. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la chaîne de valeur et que l'ensemble de l'écosystème soit sur ces enjeux. Et ce sont des choses que d'autres pays font beaucoup mieux que nous. On prend toujours l'exemple de l'Allemagne, mais c'est une réalité. En Allemagne, il y a des écosystèmes qui intègrent les PME et les grands groupes dans un même ensemble. Et donc, finalement, les PME arrivent à fonctionner dans cet ensemble-là parce qu'elles sont finalement soutenues. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de transformer des sites industriels dans le Nord où certains perdent leur emploi? Alors voilà une excellente question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, mais j'ai rencontré néanmoins une entreprise du Nord, puisqu'il s'agit de l'entreprise Arc, dont le bassin industriel est à Saint-Omer. Alors, il est vrai que, je ne sais pas si c'est un des éléments, on nous dit que les Français se transforment assez mal. C'est-à-dire qu'ils ont de la difficulté à évoluer, à bouger. Et Arc a des sites industriels ailleurs dans le monde, par exemple au Moyen-Orient. Ils disent que les gens au Moyen-Orient se réforment extrêmement facilement. On leur dit qu'il faut changer et ils changent. En France, c'est toujours très compliqué de faire évoluer les choses et d'avoir une vision nouvelle et de partager des visions nouvelles et de les mettre en œuvre. Alors, peut-être que c'est la réponse, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'entreprise Arc a mis en avant. Peut-on être souverain si nous dépendons du capital étranger? Alors, je pense qu'il n'est pas complètement question de dépendre du capital étranger à 100%. De toute façon, on dépend déjà du capital étranger, j'ai envie de dire, pour toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. Beaucoup d'entreprises n'ont plus, notamment pour les grandes, n'ont plus la majorité de leurs capitaux qui sont détenus par la France, malheureusement. Je pense que ce sont deux questions différentes. Et de toute façon, il faut voir cette souveraineté à l'échelle de l'Europe. Il n'est quand même pas tout à fait question d'imaginer qu'on va pouvoir être souverain sur la France, puisqu'il va nous manquer des choses, de toute façon, y compris en termes de matières premières. Et que nous avons quand même toujours la question de la compétitivité prix et que donc en France, on a encore des niveaux de coûts, notamment de main-d'œuvre, qui ne sont pas les mêmes. Donc nous avons la possibilité de travailler sur le continent Europe, ce qui est déjà un point important. Je pense personnellement que la souveraineté peut s'entendre au niveau européen, avec une entreprise qui reste française, donc une gouvernance qui est quand même, même si elle est mondialisée, centrée sur la France, tout en ayant des capitaux étrangers. C'est déjà le cas des entreprises qui sont mondialisées. L'exonération de charges pour attirer les investisseurs ne peut fonctionner que pendant un temps. Ne faut-il pas envisager une baisse pérenne pour toutes les entreprises et comment baisser les charges? Évidemment, oui, voilà une excellente question. Et on en a parlé. C'est sûr que si on pouvait globalement diminuer tout simplement le coût du travail en France, on sait qu'on se donnerait un avantage compétitif très certain. Nous sommes en Europe un des pays qui est un des plus chers sur cette question-là, au niveau des charges sociales. Alors, c'est une question à laquelle finalement le monde politique ne veut pas renoncer et probablement pas non plus tout à chacun, puisque en contrepartie de ce système de charges sociales, nous avons aussi un système social extrêmement favorable dont tout le monde bénéficie finalement à un moment donné, soit parce qu'il s'agit de couvrir des maladies ou des hospitalisations ou des périodes de chômage. Donc nous sommes tous finalement très heureux d'être dans notre pays et pas aux États-Unis par exemple ou dans d'autres pays où finalement le monde du travail est un monde beaucoup plus rude.
En revanche, sans doute un équilibre serait à trouver. Et probablement, il faudrait faire baisser ces charges. Comment les faire baisser? Tout simplement en modifiant nos systèmes d'assurance santé, chômage. Il n'y a pas d'autre choix. Mais évidemment, c'est une question à laquelle les politiques vers laquelle les politiques se sont finalement toujours refusés d'aller. Nous avons largement dépassé notre temps. Je ne sais pas si on m'octroie encore quelques minutes pour prendre encore quelques questions. Alors, je regarde encore une ou l'autre question. Alors oui, pour la dernière question que je viens de voir s'afficher, effectivement, nous raisonnons bien à l'échelle européenne. Il est effectivement question de préserver l'industrie européenne face aux géants chinois et aux géants américains. Donc effectivement, et on va peut-être terminer là-dessus, je crois que ce qu'il est important, c'est vraiment de constituer une Europe autonome, de se mettre d'accord. Et c'est là que c'est un peu compliqué, puisque l'Europe, c'est quand même encore une somme de pays qui ne fonctionnent pas toujours bien ensemble. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir raisonner globalement sur le territoire européen dans des démarches concertées. En Chine comme aux États-Unis, dans des logiques différentes, mais puisque dans un cas, on est plutôt sur une politique un peu collective, alors que dans l'autre cas, on fait confiance au libéralisme individuel. Mais dans les deux cas, l'idée, c'est bien de proposer une politique globale, industrielle, commune, qui répond à des enjeux et dans laquelle tout le monde va s'inscrire. Donc c'est sans doute un enjeu fort pour l'Europe et quelque part avec le plan de relance qui a été lancé, on peut quand même être assez optimiste puisque finalement ce plan est européen et c'est quand même une des grandes avancées de tout ce que l'on a pu connaître jusque-là avec un système de subvention sur la France qui jusque-là était plutôt octroyé à des grandes entreprises qui étaient celles qui parlaient le plus fort. Aujourd'hui, on est quand même dans un plan européen avec une discussion à l'échelle de l'Europe. Et donc, je pense que c'est ça qui va peut-être permettre de faire avancer les choses. Voilà, je pense qu'il faut que nous nous arrêtions. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je suis désolée parce qu'il y a eu beaucoup de questions et je pense que je suis loin d'avoir répondu à toutes les questions que vous avez posées. Comme le dit Stéphanie, merci. Il y aurait tant à dire et effectivement, nous aurions eu encore beaucoup à dire sur tout ce qu'il y a à faire dans le domaine de la réindustrialisation de l'Europe. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre participation à cette masterclass. Vous étiez nombreux connectés, jusqu'à 150 personnes, à ce que j'ai pu voir. Donc merci beaucoup pour cet échange et je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation en espérant, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez dans le monde, une situation sanitaire meilleure qui va nous permettre de vraiment repartir dans nos activités respectives. Et puis, rendez-vous pour une prochaine masterclass avec de futures informations. Rendez-vous également sur la présentation de l'étude que je suis en train donc de mener, qui probablement donnera lieu à une présentation plus complète et plus exhaustive début de 2021, je pense. Voilà, très bonne soirée à tous et bonne fin de semaine. Au revoir.